Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir. Votre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, porte cette fois-ci sur le projet d'infrastructure des données spatiales pour la ville de N'Djamena et de Moundou, réceptionné il y a quelques jours par les autorités compétentes. Pour en parler, Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Cherif, recevons sur ce plateau Madame Amina Ihemir Torna, ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme. Madame la ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation. Madame la ministre, vous avez reçu des données cartographiques de la ville de N'Djamena et de ses environs. Ces plans sont produits à différentes échelles, suivant le niveau d'occupation des sols et les enjeux qui en découlent. Dites-nous, pourquoi des données spatiales pour la ville de N'Djamena et de ses environs? Alors, on est d'abord très content de ce résultat. C'est un travail de longue haleine. Et je tiens à dire que pour un aménagement, ou en tout cas pour une planification, on ne peut pas l'envisager sans carte. C'est la clé d'une planification. Les données géographiques sont un outil indispensable à la compréhension d'un espace donné. Il est impossible, donc, comme je disais, de planifier l'aménagement du territoire sans disposer d'une cartographie mise à jour. Le plus d'une cartographie, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est une infrastructure, donc un ensemble de technologies qui inclut également des ressources humaines et, comme je disais, technologiques, des standards, mais surtout une politique. Une politique qui va nous permettre de prévoir comment préparer ces données-là pour les mettre à la disposition du public dans le cadre de diffusion et bien sûr d'interagir avec les autres départements. La mise en place d'une telle infrastructure devenait indispensable dans notre environnement actuel, surtout dans le périmètre urbain, comme vous l'avez constaté, qui se densifie de plus en plus avec les populations qui s'installent de manière spontanée ou des lotissements que nous sommes amenés à mettre en place. Donc le ministère a donc un double rôle dans ce cadre-là. Il doit d'une part faire l'état des lieux, et c'est ce que nous comptons faire, que nous avons commencé à faire. Et cet outil-là, justement, nous a permis d'accélérer et d'avoir une visibilité sur l'existant. Donc la prise de vue aujourd'hui qui nous a fait ce rendu-là nous permet de savoir exactement comment est organisé l'espace de N'Djamena et ses environs où nous vivons. Voilà. Et madame, à qui est destinée l'utilisation de ces plans et qui représentent les données géographiques pour une ville comme N'Djamena? Les données ont une vocation à servir toutes les entités des services publics en particulier qui le feront selon leurs demandes. Les bases de données géographiques peuvent servir de nombreuses problématiques. Elles sont toutes transversales. Le MATU, donc le ministère de l'Aménagement, en fait détient donc les données de référence. Elles intéressent par exemple la santé. Lorsqu'elle souhaiterait mettre sa carte sanitaire, vous verrez à travers donc la carte, nous avons pu placer sur l'ensemble de N'Djamena, d'identifier et de bien lui mettre en évidence les différents centres de santé, les hôpitaux. Donc ça permettrait pour le ministère de la Santé demain, s'il veut voir si les populations ont accès plus facilement à tel endroit, un centre de santé ou l'hôpital, si c'est efficace, si c'est pas efficace, faut-il changer? Donc ça pourrait lui servir de mieux répartir ces centres de santé sur l'ensemble de l'espace auquel vivent les populations. La mairie pourrait se saisir également de cet outil-là pour faire un adressage. Aujourd'hui, malheureusement, à N'Djamena, lorsqu'on veut se rendre quelque part, on s'oriente par Kamachet Lif Behini Tishifa tout Sitalfangasu, Obaden Amchi Tishifa Bab Amar. Donc c'est un plan qu'on a, une manière de faire qu'on a développée, mais justement aujourd'hui cette information et cette production de données va permettre à la mairie de mettre des numéros pour chaque, parce que c'est avec exactitude que nous avons placé et posé les bâtiments qui englobent l'espace de N'Djamena et ses environs, et donc la mairie pourrait s'en saisir. Mais l'autre avantage qui est non négligeable et très important, on a vécu les inondations. En fait, cette infrastructure de données spatiales nous fournit aujourd'hui un modèle numérique de terrain. En fait, elle nous permet de dire exactement quels sont les reliefs et nous permet d'identifier les écoulements d'eau. Donc on peut s'en saisir également aujourd'hui pour savoir exactement comment structurer
de manière très efficace et efficiente notre réseau de drainage d'eau pluviale et fluviale. Madame la ministre, en août dernier, votre département disait faire usage de l'information géographique pour délimiter les zones d'inondation. Mais avec ce qui s'est passé 3 mois après dans le 9e arrondissement, ces données sont-elles des simples moyens d'alerte? Sinon, à quoi servaient-elles vraiment? J'expliquais tout à l'heure que les données permettent donc d'avoir un modèle numérique de terrain qui nous permet de connaître les niveaux du sol, la forme, les différents reliefs. C'est très important pour se saisir de notre environnement et de savoir où peuvent s'établir les populations et comment aménager de manière très efficace leurs occupations. Ce n'est pas seulement un outil d'alerte, mais au contraire, c'est d'abord tout un outil de planification, comme je disais, qui nous permet d'anticiper. Mais malheureusement, vous savez aussi bien que moi que l'établissement humain peut être aussi spontané. On ne dessine pas, on ne planifie pas avant d'établir les gens. Les gens viennent s'installer avant que nous arrivons dans le cadre d'un aménagement. Donc, dans un premier temps, en amont d'une crise et connaissant les zones impactées, on peut très vite mettre en place une prévention des risques. Et pendant une crise, on peut également régler, tel qu'on l'a fait cette année, quels sont les points où on peut déplacer les populations qui se retrouvent inondées et comment faire effectivement pour leur permettre de revenir dans leur lieu. Et après la crise, c'est de faire l'état des lieux donc de cette situation-là, et c'est le cas aujourd'hui. On a pu relever maintenant avec les résultats définitifs qu'on a de la visibilité du relief de la ville de N'Djamena, de savoir exactement, et c'est l'attente du maréchal du Tchad, de faire en sorte que l'année prochaine, N'Djamena ne soit plus inondée. Est-il une différence entre le plan cadastral traditionnel ou ils sont complémentaires? Alors, pour les plans cadastrales traditionnels, bien entendu, il y a une distinction à faire. Les plans cadastrales traditionnels ont été faits sur papier. Et aujourd'hui, avec le plan, la base de données que nous avons une image exacte de l'occupation de la ville de N'Djamena. Donc les plans sont établis sur le 1 millième, ils ne constituent pas encore le plan cadastraux. Il y a une nécessité dans l'étape suivante de faire un calage par rapport à l'image que nous avons et des plans cadastraux qui sont établis. Et c'est à partir de là qu'on pourrait dire qu'on dispose maintenant d'un système foncier exact et conforme afin que chaque personne identifie la parcelle qu'il a de manière le plus précise possible. La ville de N'Djamena ne dispose pas d'un schéma directeur et va dans tous les sens. Madame la ministre, cette situation est aussi la même à Moundou, où vous venez de lancer un projet de cartographie. En termes de planification et d'accès au logement, que doivent attendre les N'Djamenois et Moundoulais de ces projets? Fondamentalement, le citoyen, il est en attente d'un meilleur accès aux ressources. Donc aujourd'hui, ces deux plans en fait vont permettre de mettre à la disposition des citoyens une visibilité sur l'occupation de l'espace et de pouvoir savoir, de leur permettre à chacun comment s'orienter. D'une part. Et ça permettrait à chaque ville en fait d'être équilibrée dans sa redistribution des infrastructures. Aujourd'hui, on peut imaginer une densification de la population, surtout si elle est spontanée, mais le risque c'est qu'elle ne dispose pas des infrastructures de base nécessaires. Donc aussi bien Moundou que N'Djamena. Alors pourquoi on a choisi Moundou comme deuxième ville? C'est parce que d'une part elle a vécu aussi des inondations de manière assez importante, certes les autres villes aussi, mais elle également, et qu'il y a déjà un projet qui a été mis pour améliorer le réseau de drainage. Donc il était essentiel qu'on puisse fournir à ce futur projet de construction de réseau de drainage une cartographie de l'environnement de Moundou pour que le réseau soit le plus exact possible. Comme je vous disais tout à l'heure, le relief
du part de la levée des données vont permettre de donner une image exacte pour réaliser ce projet. Voilà. Oui, vous avez expliqué par rapport à la ville de Moundou. Et à quand le tour des autres villes du pays? Les autres villes du pays, ça va être un plaidoyer. Ça va être un plaidoyer. Comme je ne sais pas, je ne vous l'ai pas encore annoncé, mais vous avez dû le voir lorsqu'on a eu la livraison. C'est un projet qui nous coûte 5,5 milliards. Donc c'est une vraie volonté politique du maréchal de faire en sorte que le ministère de l'Aménagement qu'il a mis en place puisse avoir un outil moderne de planification et d'organisation de l'espace, que ça puisse se faire de manière le plus optimale et efficace possible. Donc c'est une première étape. Bien entendu, je disais bien tout à l'heure que tous les autres départements sectoriels doivent s'en saisir pour en faire un usage efficace, d'analyse d'abord, et puis surtout d'optimisation de leurs travaux. Et c'est la même chose que nous souhaitons pour toute autre province. Donc il va de soi que nous allons continuer à faire ce travail afin que chaque province du Tchad puisse doter d'une cartographie et puisse avoir en main, surtout que nous allons vers une décentralisation poussée, que chaque collectivité puisse avoir en main une image de sa ville et anticipe les occupations avec la mise en place de toutes les infrastructures nécessaires et les meilleurs canaux de drainage, des voiries également bien structurées et que l'établissement humain se fasse de manière le plus harmonieuse possible. Madame la ministre, l'un des vrais problèmes de votre département est le cadastre et sa gestion de la terre. Pouvez-vous nous dire si des améliorations et réformes profondes sont attendues? Oui, tout à fait. En attendant le résultat des travaux de cette infrastructure-là, donc depuis mon arrivée, j'ai déjà mis en place des travaux d'évaluation et surtout d'abord de recensement de notre cadastre, bien sûr. Vous saviez que nous avons le guichet unique qui a été mis en place effectif depuis 2012, qui permet la sécurisation du foncier, mais qui, pour l'instant, connaît des limites du fait que l'espace occupé n'était pas maîtrisé. Les cartes étaient faites, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont faites sur papier. Aujourd'hui, l'infrastructure que nous avons, qui nous a permis d'avoir ces données géographiques, qui sont numériques, hein, ceci dit, permettent de bien poser les cartes donc faites pour savoir si elles ont été bien faites ou mal, et quels sont les espaces qui manquent, et qu'est-ce qu'il y a lieu d'ajuster. Donc les problématiques aujourd'hui qui se posaient au départ vont être atténuées. On va au fil du temps avoir déjà la possibilité d'avoir le moindre d'erreurs. Aujourd'hui, ce qui est souvent relevé par les citoyens, c'est que on m'octroie un terrain et il est occupé par une autre personne. Les personnes se retrouvent dans des contentieux, nous recevons des plaintes diverses de ce genre. Donc ce système aujourd'hui va empêcher ces erreurs-là. L'image est numérique. Lorsque un de nos agents devra aller sur le terrain, il aura déjà au préalable identifié l'espace sur l'écran. Il saura déjà qu'est-ce qu'il y a exactement dessus. Et nous allons progressivement archiver toutes nos données, les données cadastrales existantes, en les recalant par rapport à l'image que nous avions. Donc on espère avoir un système foncier fiable, c'est pas qu'on espère, on va avoir un système foncier fiable d'ici peu et bien entendu renforcer notre guichet unique pour permettre d'accélérer l'accès au titre foncier qui aujourd'hui traîne un peu lorsque les citoyens se présentent au guichet. Avant de poser la question, Madame la Ministre, il y a un conflit, surtout les chefs traditionnels disent que les terrains appartiennent à leurs ancêtres et ces problèmes, comment vous arrivez à résoudre, surtout avec cette nouvelle cartographie?
Alors, la cartographie n'aura pas vocation à résoudre le problème. Le problème va devoir se résoudre dans le dialogue. Dans le dialogue et surtout dans la compréhension commune de ce que nous voulons faire de notre espace. C'est un espace commun. Il faut que chaque citoyen, aussi bien les gouvernants que les gouvernés, sachent que nous occupons un espace commun et nous devons définir ensemble qu'est-ce que nous attendons, comment nous souhaitons l'occuper. Nous sommes en 2021. Nous avons la chance d'avoir une constitution qui reconnaît nos chefferies traditionnelles avec les us et coutumes. Donc un dialogue s'impose. Nous avons les lois de 1967, les lois 23, 24 et 25, qui disent clairement que la terre appartient à l'État. Et nous avons d'un côté des chefs traditionnels qui sont les occupants de ces terres. Et tant que l'espace est rural, ils en ont la gestion avec la notion de location rurale qui est écrite dans les textes. Et ensuite, lorsque l'urbanisation se fait, nous passons à une gestion par l'État et donc avec l'attribution et l'accès à la propriété foncière, à la pleine propriété comme on le dit. Donc aujourd'hui, le dialogue est entamé et c'est tout le retard de notre code foncier de comprendre que d'une part, lorsque l'espace est rural et donc pour la plupart agricole, il s'agit d'une location et que dès lors que nous passons en zone d'urbanisation, il s'agit maintenant d'accès à la propriété, à la pleine propriété et donc avec les procédures qui sont actuellement déjà connues et applicables, mais qui peut-être manque de vulgarisation pour certains, parce que nous assistons souvent à des arrêtés ruraux dont bénéficient certains citoyens, mais qui ont la compréhension de la propriété. Alors la nuance, elle est là. Il y a des délais dans cet arrêté rural, il y a des obligations, location veut dire paiement, il y a la mise en valeur à réaliser et ensuite, bien entendu, le processus d'accès à la propriété qui peut se faire, hein, ceci dit, en zone rurale, mais avec un certain délai. Mais comme on le constate, l'urbanisation est galopante. Elle est de plus en plus importante. Et souvent, ce sont les champs qu'on transforme en lieu d'habitation. Et si on doit s'y tenir au texte, en principe, lorsqu'on a un arrêté rural sur un espace, on ne peut pas le transformer en lieu d'habitation sans concerter les autorités qui, elles, sont seules habilitées à vous autoriser au changement de destination de cet espace. Donc, tous ces débats-là doivent être portés en public. Nous devons essayer de comprendre entre nous qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons garder des parties agricoles? C'est à nous de savoir comment faire pour les conserver et quel type de statut on va leur octroyer. Et lorsqu'on l'a, parce qu'à l'époque, ce qu'on pouvait comprendre, c'est que le citoyen qui arrivait dans une zone rurale, le chef du village lui donnait une terre. Mais en fait, c'est vrai que si on traduit nos langues, c'est il donnait, mais en fait, il ne donnait pas, il prêtait. Ça ne vous donnait pas le droit de vendre. Parce que l'une des problématiques fondamentales aujourd'hui qui se pose, c'est que la terre est devenue un objet de commerce et un objet de spéculation. Et ce qui se passe, c'est que même si on vous prête la terre, vous, ce que vous en faites, c'est que vous en faites un capital et vous le revendez. Alors que vous ne revenez pas vers l'autorité qui soit vous la prêtez, soit vous la donnez. Parce que là, même si on vous la donne dans le cadre de l'urbanisation et de l'attribution d'un terrain, si vous le demandez pour réaliser une infrastructure de service public et que demain vous construisez une maison, c'est que vous changez de destination le bien qui vous a été donné pour un aménagement particulier. Alors c'est tous ces débats-là également qui doivent être dits. Il est possible de changer les destinations, mais pour qu'on ait un environnement harmonieux, et c'est ce que nous souhaitons, c'est qu'il faut que ça soit fait avec les règles de l'art. Et notre outil aujourd'hui qui nous permettrait d'avoir une visibilité sur comment est occupé l'espace,
va justement nous permettre de facilement voir plus tard interpeller la personne qui aurait demandé de construire une école ou une clinique, d'en faire un usage d'habitation, ou qui dirait je vais exploiter, je vais faire un champ, et qui finalement le transforme en lieu d'habitation, alors qu'on aurait réservé cet espace-là pour l'agriculture. Parce qu'il n'est pas exclu que, compte tenu des inondations importantes, d'essayer de... Parce qu'on ne maîtrise pas l'événement climatique, il s'agit plutôt pour nous de le transformer et d'en faire un usage profitable. Donc il s'agit de voir est-ce qu'il n'y a pas des des espaces en zone urbaine, de les transformer comme des zones agricoles, étant donné que nous sommes une population qui vivons à proximité encore des zones rurales, c'est de permettre aux citoyens d'avoir de la culture urbaine. C'est pas nouveau, hein, ça existe à travers le monde, mais c'est une idée aussi que nous travaillons et que nous souhaitons développer au sein de N'Djamena. Madame la ministre, de nos jours, la technologie de l'information et de la communication impose ses lois, le monde. À long terme, ces données spatiales cartographiques feront-elles de la ville de N'Djamena une ville intelligente? Waouh, large programme. Nous sommes dans la notion de ville durable en ce qui concerne le MATU, mais je comprends bien cette préoccupation. N'empêche que par rapport à la notion de ville intelligente, on entend par là les nouvelles technologies et puis les modes de transmission avec, pour les nouvelles générations. Enfin, nous sommes aussi des nouvelles générations, mais on essaye de se rattraper avec tout ce qui arrive en même temps. Bien sûr, aujourd'hui, les données géographiques que nous avons sont insérées dans un système informatique. Donc, en fait, le système aujourd'hui est dynamique. Il a été réalisé par des Tchadiens. Donc, certes, donc vous le savez, nous avons été accompagnés par IGNEFI, qui est un institut français, qui ont donc la maîtrise de ce système, mais qui ont tenu à faire ces travaux-là en formant des Tchadiens, et donc qui aujourd'hui ont la complète maîtrise de pouvoir mettre à jour nos données. Parce que tout ce qui a été prélevé aujourd'hui à l'instant T peut bouger. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on ait la capacité de suivre ces changements-là. Donc à notre niveau, le système, il est dynamique. C'est un système que si demain on va entamer, par exemple, un grand déguerpissement, allez, je fais un retour avant le changement de là où il y a la mère et l'enfant et autres. Imaginez qu'on a des images de N'Djamena de cette époque et qu'entre-temps, il y a eu ces changements. Il faudrait donc reprendre des images pour remettre les données sur la nouvelle cartographie et voir le nouveau N'Djamena. Donc c'est pas exclu. Donc, et toutes ces étapes-là, on a aujourd'hui des agents tchadiens qui pourront le faire. Donc, bien sûr, N'Djamena restera dans cette dynamique-là et on pourrait, bien entendu, mettre à la disposition de manière, avec les nouvelles technologies, de manière intelligente. On pense bien que les jeunes pourront consulter la ville de N'Djamena sur des smartphones ou sur des tablettes et pour pouvoir se déplacer avec ou envisager leurs projets et les soumettre, je ne sais pas moi, en perspective de créer tout ce qu'ils veulent avec. Donc nous allons y être, bien sûr. Inch'Allah, peut-être, Madame la Ministre, avant de clôturer, un dernier mot. Le dernier mot, oui, le plus important pour moi, c'est qu'on comprenne que la terre est un bien commun. La terre est un bien commun et que nous choisissons de nous y installer selon
selon nos souhaits, dans des lieux que nous choisissons nous-mêmes, et que nous devons faire attention, en fait, dans un premier temps, de comment nous souhaitons occuper cet espace. Comment nous devons occuper cet espace et comment nous le voulons. Avec cette cartographie aujourd'hui qu'on va vulgariser, on va pouvoir, par exemple, je prends l'exemple concret de l'assainissement. L'un des facteurs les plus délicats, c'est de voir comment nos rues sont faites. Elles ne sont pas propres. On arrive à la veille des saisons de pluie avec des problématiques d'inondation en disant les caniveaux sont pas curés. Mais certes, c'est le rôle de la mairie de le faire. Mais est-ce que nous n'avons pas un rôle en tant que citoyens également de faire en sorte que cet assainissement-là soit fait de manière constante et avec une certaine rigueur. Ça, c'est à l'attention des citoyens de faire attention à l'environnement qu'ils aimeraient occuper. Ils peuvent être également en droit de dire « nous voulons nous installer à tel endroit ». Aujourd'hui, c'est de pouvoir se renseigner sur l'espace qu'ils veulent occuper, qu'ils n'occupent pas des espaces à risque. Et là, c'est notre rôle de le dire et de l'indiquer. Ça, c'est visible, c'est connu avec aujourd'hui les modèles de relief que nous avons. Donc, de faire attention. Et à l'attention donc de mes confrères des autres départements, je souhaiterais qu'ils s'approprient cet outil parce que c'est un outil qui peut les aider à encore prendre les meilleures décisions possibles dans le cadre de la santé, de l'éducation, de la mairie, pour les écoulements des eaux. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'à terme, N'Djamena soit une très belle ville, une ville compétitive, où il fait bon de vivre et qu'économiquement, on ait un très beau développement. Merci Madame la Ministre. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, je rappelle que nous avons reçu ce dimanche comme invité de la semaine Amina Ehemir Torna, ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme. L'entretien a porté sur le projet d'infrastructure des données cartographiques de la ville de N'Djamena et de Moundou. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro.